Là, on va parler donc avec Tania Pachev, qui est nutritionniste, freelance en santé environnementale et qui a été présidente de l'association Cantine sans plastique, qui va nous faire un témoignage un peu des actions qui ont été faites par cette association. Mélanie Toussaint était là aussi. Vous avez œuvré pour que finalement les communes arrêtent de faire de la langue de bois pour dire que c'était pas possible d'enlever le plastique et donc de montrer un peu d'où ça vient et comment on y est arrivé. Voilà, merci. Merci beaucoup Jean-Baptiste, merci de m'avoir convié. Merci à tous d'être encore là en cette fin d'après-midi. Alors, effectivement, on va parler un peu plus précisément des cantines maintenant. Je remercie beaucoup tous les orateurs précédents parce qu'en fait, vous avez dit beaucoup de choses qui justement nous amènent sur ce qu'on va voir maintenant ensemble. Alors, l'idée, c'était de vous parler justement de nos alertes, enfin en tout cas de ce que nous, parents, on a essayé de passer comme message. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des perturbateurs endocriniens dans les cantines scolaires de la crèche à l'université. On va vous expliquer pourquoi. Alors en fait, on s'est rendu compte que nos enfants mangeaient des plats tous les jours qui étaient servis et réchauffés dans les fameuses barquettes en plastique, soit en polypropylène à la base. Et puis vous allez voir que ça a évolué justement et maintenant les barquettes sont principalement en matériaux dont vient de parler Véronique. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, dans les années 80, le plastique a envahi nos vies et notamment a envahi les cuisines et les restaurants scolaires avec un phénomène de centralisation de la fabrication des repas qui aujourd'hui sont fabriqués dans ce qu'on appelle des cuisines centrales, en fait, qui sont des usines à fabriquer des repas par dizaines de milliers. Et une nouvelle façon de préparer les repas a été inventée, qui s'appelle la liaison froide. La liaison froide, c'est quoi ? C'est un petit peu ce système que je vais vous résumer en quelques secondes. En fait, les repas sont préparés 3 à 5 jours à l'avance dans cette fameuse cuisine centrale, sont conditionnés dans des barquettes, donc soit en polypropylène, soit en bioplastique, soit dans des bacs en inox, et ensuite sont gardés au froid pendant plusieurs jours et sont livrés le jour de consommation dans les écoles. Et aujourd'hui, on ne dit plus cantine dans les écoles, on appelle ça des satellites. En fait, ce sont juste des salles où il y a des fours et on met ces barquettes dans les fours, on les réchauffe. Alors effectivement, il y a des consignes, Véronique en a parlé à l'instant, de réchauffe qui sont entre 110 et 120 degrés en fonction des barquettes. Mais souvent, par manque de personnel, ce qui est très 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 fréquent dans les satellites, les agents en fait mettent un temps plus court mais avec des températures plus hautes, ce qui arrive à des conséquences très fâcheuses, on va le voir par la suite. Donc les enfants mangent, alors soit c'est tout à fait accepté, on pose les barquettes directement sur la table des enfants et les enfants se servent, soit c'est pas très bien assumé et après réchauffage, on les met dans des plats pour que les enfants ne voient pas les barquettes et c'est pour ça que les parents ont mis du temps à se rendre compte que les barquettes étaient en plastique avant d'arriver sur la table des enfants. Alors donc vous voyez, on a du plastique à toutes les étapes de la fabrication jusqu'au service dans ces fameuses cantines, donc du conditionnement de la fabrication à la cuisson, au conditionnement, le stockage, la réchauffe et même pour le service, puisqu'il n'y a pas que les barquettes qui sont en plastique, il peut y avoir aussi la vaisselle, donc les assiettes, les couverts, les verres, et également tous les ustensiles pour servir, donc les grandes cuillères, les louches, etc. Donc là, vous avez derrière moi un exemple. Ça, ce sont des photos que nous avons prises dans des cantines que nos enfants fréquentent, où vous voyez que la barquette a fondu littéralement, puisqu'elle a été chauffée beaucoup trop chaud, et donc les enfants ont mangé ça. Je vous laisse imaginer ce qu'ils ont mangé. Alors, on le sait, parce qu'on en a beaucoup parlé depuis hier, tous ces matériaux à contact alimentaire, aujourd'hui, on sait qu'ils ne sont pas inertes.
Ils vont contenir des additifs qui nous posent problème principalement, hein, si je résume très rapidement tout ce qui a été dit par nos éminents orateurs. Donc il y a potentiellement des perturbateurs endocriniens qui vont migrer. On connaît les effets délétères sur la santé, hein. Patricia, qui est là présente, les connaît bien. Les pubertés précoces, le diabète, l'obésité, l'hyperactivité, les problèmes cognitifs de neurodéveloppement. Des cancers hormonodépendants, donc sein, testicules et cancer thyroïde. Troubles de la reproduction, on a beaucoup de problèmes d'infertilité également qui sont liés à ces expositions aux perturbateurs endocriniens. Et le problème, c'est que ces enfants dans les cantines sont des usagers captifs, comme les agents ou comme les enseignants, parce que les parents n'ont pas le choix que de mettre leurs enfants à la cantine pour pouvoir eux-mêmes aller travailler. Tout à l'heure, Jean-Baptiste en a parlé. On sait aujourd'hui, grâce à l'étude Esteban, que nous sommes tous Français imprégnés de ces perturbateurs endocriniens, et particulièrement les enfants, puisqu'ils ont une immaturité lorsqu'ils sont tout petits, immunitaire, digestive, respiratoire, et ils mangent beaucoup plus en quantité que nous par rapport à leur taille, donc ce qui fait qu'ils sont encore plus exposés et encore plus imprégnés que nous les adultes. On sait aussi, on l'a répété plusieurs fois, les perturbateurs endocriniens, leur particularité, c'est que la dose ne fait pas le poison, mais c'est l'exposition qui va être une problématique. Et là, on est clairement dans une exposition récurrente, puisqu'ils mangent tous les jours à la cantine. Si en plus, à la maison, le soir, les barquettes sont là parce que les parents n'ont pas le temps de faire à manger et qu'ils vont manger des choses qui sont déjà toutes prêtes, là, on a une exposition qui est majorée. Alors, juste petit point, parce que ça n'a pas du tout été abordé depuis hier, mais les enfants de la crèche maternelle, primaire et même collège font partie de ce qu'on appelle les périodes de vulnérabilité. En fait, pour les perturbateurs endocriniens, on a établi il y a un concept qui a été établi qui s'appelle la DOAD, donc l'origine développementale de la santé et des maladies, qui détermine qu'en fait, dans la vie, on a des périodes de vulnérabilité à ces molécules toxiques. Et la grossesse, la petite enfance et la puberté font partie de ces périodes de vulnérabilité. Donc on est dans les cantines, dans les crèches, on est en plein dans ces périodes de vulnérabilité. Donc c'est vraiment quelque chose à mettre en avant également. Ça n'avance plus. Voilà. Donc pour toutes ces raisons, nous, parents, nous avons créé cette association qui s'appelle Cantine sans plastique France en janvier 2018. Alors on avait commencé à militer déjà bien avant, mais on a créé officiellement cette association que j'ai la chance de présider depuis 2019. On est des parents de partout en France, on a tous des compétences différentes, mais c'est vrai qu'à la base il y avait beaucoup de scientifiques et de chercheurs et de professionnels de santé, dont je fais partie. Et on a voulu alerter les pouvoirs publics de ce fait, de cet état de fait, parce que pour nous, il était impensable de continuer à servir les repas de nos enfants dans des barquettes potentiellement dangereuses pour leur santé. On a énormément de partenaires, que ce soit des associations qui nous soutiennent et qui nous aident. Donc là, je vous ai mis une image, mais je ne vais pas toutes les dire, sinon il nous faudrait 2 heures. Et notre objectif, il est très simple. C'est de supprimer l'utilisation des matières plastiques, je mets bien un S à plastique, présentant un risque sanitaire et environnemental en restauration scolaire. Donc on vise de la crèche à l'université. Nous disons non à tous les types de plastique, qu'ils soient pétrosourcés ou biosourcés, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas certain de l'innocuité ni des uns ni des autres. Et pour reprendre, et donc je ne vais pas y passer trop de temps, mais comme l'a extrêmement bien expliqué Véronique juste avant, les allégations et les promesses du type biocompostable, biodégradable, biovégétal, etc., ne sont pas rassurantes aujourd'hui et ne nous permettent pas non plus de dire que ces matériaux sont sains. Beaucoup de conclusions des autres orateurs aussi depuis hier ont été que, en fait, aujourd'hui, la réglementation est très en retard par rapport aux matériaux qui sortent sur le marché. Et on attend justement avec grande impatience les résultats de toutes ces études pour être rassurés ou pas justement sur l'usage de ces matériaux. Alors, petit point quand même de réglementation pour vous montrer les failles que l'on a trouvées grâce, en fait, dans notre bureau de Cantine sans plastique, on a une jeune femme qui est pharmacien et qui a soutenu sa thèse il y a quelques mois
justement sur ce sujet-là, et je vais juste faire un petit focus sur un résultat qu'elle a montré, un calcul qu'elle a fait, qui va peut-être vous éclairer. Alors, on les a vues, elles ont été citées par Jane hier et par Jean-Baptiste ce matin. Les réglementations sur les perturbateurs endocriniens, ce n'est pas du tout homogène, et quand on regarde un petit peu tout ce qui touche à l'alimentation, que ce soit les matériaux à contact alimentaire ou les additifs, voilà, vous voyez, c'est tout rouge, donc il manque clairement des régulations là-dessus. Voilà, ça c'est une petite image que j'aime bien. Nous sommes tombés d'accord sur une définition commune des perturbateurs endocriniens. Un perturbateur endocrinien, c'est une molécule dont la concentration maximale ne doit entraver en rien la santé de l'industrie chimique. Voilà, tout est dit. Je passe à la suite. Donc, la réglementation ne nous protège pas. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'en 2018, après la constitution de l'association, on a été voir, on a démarché les députés, les sénateurs, on a passé beaucoup de temps et on a réussi à un petit peu s'incruster dans les négociations de la loi Egalim, et on a réussi à faire voter cette loi, donc c'est l'article 28 de la loi Egalim, qui interdira au 1er janvier 2025 tout ustensile en plastique du début de la production jusqu'au service pour tous les établissements scolaires, de la crèche à l'université. Alors ça a été voté en 2018, on est en 2025, donc vous voyez, c'est pour 2025, donc c'est très long, c'est beaucoup trop long pour nous, raison pour laquelle nous existons toujours malgré le fait que cette loi ait été votée. Par ailleurs, Jean-Baptiste l'a cité tout à l'heure, dans la loi AGEC, a été également interdit, à partir du 1er janvier 2025 également, tous ces ustensiles en plastique, également dans les services de pédiatrie, obstétrique, maternité et les centres périnataux, puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, ils font partie aussi des périodes de vulnérabilité, donc c'est encore plus important que dans ces centres-là, on n'ait plus du tout de plastique proposé dans les repas des mamans et des enfants. La loi AGEC, on l'a vu hier, interdit aussi beaucoup depuis 2020 d'ustensiles à usage unique à contact alimentaire. Donc ça concerne les cantines, mais ça ne concerne pas que les cantines. Le Conseil national de l'alimentation a également émis un avis qui va dans le sens de ne plus utiliser des contenants à usage unique, et l'ADEME a également publié le mois suivant, donc en avril 2021, exactement les mêmes conclusions, et nous avions participé au travail avec l'ADEME. Alors, juste le petit focus que je voulais vous faire sur la thèse. En fait, toutes les réglementations ont été citées, la 1935-2004, la 10-2011 et le règlement REACH. Et en fait, quand on les lit comme ça, on a l'impression qu'on est plus ou moins protégé, même si on a vu qu'il y avait des trous dans la raquette. Mais quand on croise tous ces règlements-là et qu'on regarde, quelqu'un a cité ce matin, je ne sais plus le nom de l'orateur, mais les limites de migration globale et les limites de migration spécifique. Eh bien, par exemple, notre collègue, pour sa thèse, a fait l'exercice avec une barquette en polypropylène qui est utilisée en maternelle. Et donc, elle a fait l'exercice de calculer la limite de migration globale qui est autorisée pour une barquette. Et elle a trouvé que pour une barquette, il y avait 13 mg par enfant de substances qui sont autorisées à migrer. D'accord ? Sachant qu'un enfant ne va pas manger que la viande ou que le légume, il va manger les deux, c'est le repas complet, donc ça veut dire qu'il va être exposé à 2 barquettes qui sont réchauffées. Donc elle a conclu que chaque enfant était exposé à potentiellement 26 mg de substances qui sont autorisées de migrer dans le contenu de la barquette utilisée en maternelle. Quand on fait le même exercice avec la limite de migration spécifique, elle a évidemment pris une molécule qui est connue pour être un perturbateur endocrinien, qui est le DEHP, qui est un phtalate. Et pour cette molécule, le calcul aboutit à 0,4 mg de DEHP autorisé à migrer par enfant et par jour. Donc quand on connaît les modes d'action des perturbateurs endocriniens et le fait que ça, c'est une exposition qui est récurrente puisqu'elle est
quotidienne, on peut se poser la question de la réglementation qui protège ou pas. Et clairement, nous, on a l'impression que la réglementation ne les protège pas. Et donc, on demande à ce que la réglementation, comme tu le disais, Véronique, soit un petit peu plus restrictive. Donc, pour limiter l'exposition aux perturbateurs endocriniens en restauration collective, vous l'avez bien compris, l'idée, c'est de proposer des repas qui soient servis, fabriqués et stockés dans des emballages dits inertes. Alors, quand on fait un petit peu la revue de la littérature, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que le verre est inerte. L'inox, même s'il y a eu, comme Jean-Baptiste l'a expliqué ce matin, des petites controverses sur le chrome, a priori, il n'y a pas de souci. Alors qu'on sait que les plastiques, à l'inverse, ne sont pas inertes, et les bioplastiques, alors Lisa Zimmermann n'était pas là aujourd'hui, mais elle a publié des belles études là-dessus qui nous montrent que la toxicité des barquettes, ou en tout cas des matériaux en bioplastique, est la même que les plastiques pétrosourcés. On attend donc avec grande impatience les résultats de l'étude Polysafe et RescoSafe. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est que les nouveaux matériaux, les biomatériaux, ne sont pas forcément des bonnes idées et que, en attendant, par principe de précaution, on préférait que ce soit des barquettes en inox qui soient utilisées. À ce sujet, Jean-Baptiste en fait partie, mais également Xavier Coumoul, Nicolas Cabaton et Sylvie Bortoli, qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui sont aussi des chercheurs, ont écrit en janvier 2003 une tribune pour expliquer que les solutions de substitution ne sont pas aujourd'hui sûres et ne sont pas forcément justement une bonne idée à mettre en place très rapidement pour éviter les plastiques type pétrosourcés. Bon, je ne reviens pas là-dessus, Véronique en a beaucoup parlé, mais les barquettes en cellulose, aujourd'hui, on sait que de toute façon, elles contiennent du plastique. Il y a l'opercule, il y a le lining, et que effectivement ces notions de biodégradabilité ou de recyclabilité ne sont pas des choses que l'on peut entendre aujourd'hui, puisque, encore une fois, ces filières de biodégradabilité ou de biocompostage industriels n'existent pas, et donc ils ne finissent pas dans les bonnes poubelles, et donc ne sont pas du tout recyclés ou biodégradés comme on pourrait l'imaginer. Alors, petit focus, dans les crèches, il y a des biberons, et on a la même problématique avec les biberons, puisque les biberons sont souvent en plastique, et donc on conseille aussi aux crèches d'utiliser plutôt des biberons en verre ou en inox. Ça se passe très bien dans les crèches qui passent en verre, il n'y a pas de casse. En un an, dans une crèche que j'ai accompagnée, il y a eu 2 biberons cassés, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et voilà, donc c'est faisable, et encore une fois, on a les solutions, il suffit de les mettre en œuvre. Alors, manger sain et durable à la cantine, oui, c'est possible. Alors, souvent, on va essayer de rester humble, mais c'est souvent grâce à l'action de l'association. Des fois, on y est pour rien et il repasse à l'inox quand même, mais on a eu beaucoup de combats, et on a de nombreuses villes qui sont repassées à l'inox. Alors, je ne peux pas toutes les citer parce qu'il y en a beaucoup, heureusement, mais il n'y en a encore pas suffisamment à notre goût. On a le 9e arrondissement de Paris qui a été très mobilisé là-dessus il y a à peu près 3-4 ans. Limoges, qui a commencé par ses crèches en souhaitant ne plus mettre les enfants en contact avec des perturbateurs endocriniens, et qui ont fait fabriquer localement, par l'industrie locale, des plateaux en porcelaine à compartiments pour servir les enfants. Et donc, il n'y a plus d'assiettes, c'est vraiment un plateau à compartiments avec tous les éléments du repas. Et c'est pareil, il n'y a pas de casse, ça se passe très bien. L'association a été créée d'abord par les villes de Montrouge, Strasbourg et Bordeaux. Montrouge et Strasbourg sont repassés à l'inox. Saint-Germain-en-Laye et Meudon, ça c'était il y a à peu près 3 ans. Christelle, tu me diras si je ne me trompe pas. Avignon, que je vais vous montrer après une mobilisation absolument créative des parents d'Avignon, en moins d'1 an, ont réussi à repasser à l'inox dans toute la ville. À Levallois, où j'ai sévi pendant quelques années, on est repassé aussi à l'inox. Très récemment, à Villeurbanne, le collectif de Villeurbanne a réussi à faire passer uniquement dans les maternelles pour l'instant. Rueil-Malmaison aussi, grâce à notre collègue qui a écrit sa thèse. Angers aussi, très récemment, qui a construit une nouvelle cuisine centrale pour travailler à l'inox, et bien d'autres villes. Alors,
voilà, pour vous montrer un petit peu ce qui peut être fait par les parents. Ça, c'est l'exemple d'Avignon. En fait, Avignon voulait substituer le plastique pétrosourcé par des barquettes en carton, pensant que le carton était naturel, etc. Et en fait, ils se sont amusés à peler, parce qu'en fait, quand vous avez les fiches techniques, vous avez des indices de pelabilité, c'est-à-dire que pour pouvoir recycler les barquettes, il faut les peler, ce que personne ne fait jamais, c'est-à-dire séparer le plastique du carton. Et donc, ils ont commandé des barquettes et ils les ont pelées. Donc, vous voyez que c'est vraiment compliqué à faire. Et pour montrer qu'en fait, il y avait beaucoup de plastique et pas beaucoup de carton. Et donc, la mairie a commencé à se poser des questions à ce moment-là. Et puis, la mairie a fini par céder et à repasser à l'inox. Et ils ont calculé qu'en fabriquant et en servant 5000 repas par jour, en repassant à l'inox, on se préservait de 20 tonnes de plastique par an. D'accord ? Tout à l'heure, Véronique parlait de 23 000 repas par jour à Bordeaux. Donc vous imaginez, c'est beaucoup plus de plastique que l'on évite dans l'environnement. Dans la ville où j'habite, c'est 6 000 repas par jour. Donc vous voyez, c'est aussi énorme ce qu'on a réussi à stopper en fait en termes de déchets. La cuisine centrale qui fournissait la ville de Levallois fabriquait 60 000 repas par jour. Vous voyez un petit peu la taille des cuisines centrales. En fait, c'est de l'assemblage de nourriture et c'est plus du tout de la cuisine, en fait. Donc voilà, donc on essaye d'être, pour arriver à nos fins, en fait, on essaye d'alerter les médias. Donc on travaille en partenariat avec des associations de parents d'élèves. On essaye d'avoir des contacts avec des magazines un petit peu grand public comme le L. Récemment, on a réussi à avoir une double page dans un magazine qui s'appelle Cali, parce qu'en fait, on parle beaucoup des barquettes qui sont utilisées dans les cantines, mais la question se pose pour les petits pots, des petits bouts de choux qui sont vendus dans les supermarchés ou dans les petits magasins, quels qu'ils soient. Et en fait, quand on fait un petit peu une enquête et qu'on va dans les magasins, on se rend compte qu'au moins 70%, voire plus, des petits pots pour enfants, donc de moins de 3 ans, sont vendus dans des contenants en plastique avec des consignes de réchauffage à même le contenant en plastique qui sont à peu près les mêmes que celles qu'on peut avoir pour les barquettes. Donc nous, ça nous pose un gros souci parce qu'on se dit qu'il y a les enfants qui mangent à la cantine, mais là, on parle de tous les enfants de France qui sont potentiellement exposés à ces matériaux-là. Donc, je pense une de nos prochaines actions, ce sera justement d'aller vers ce sujet-là, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation pour protéger les enfants sur ce type de contenants alimentaires. Je ne sais pas où j'en suis au niveau temps, mais je crois que j'ai parlé très vite et que j'ai déjà terminé. Ça va, chef ? Oui. Donc je vous remercie beaucoup. Alors si ça vous intéresse, on a un site internet, mais comme on est tous bénévoles, il n'est pas super à jour. On est plus à jour sur la page Facebook, LinkedIn et Twitter. Donc n'hésitez pas à aller regarder ce qu'on publie, mais en tant que scientifique, je pense que vous êtes déjà bien au courant de tous ces sujets-là. Mais n'hésitez pas à nous soutenir et à participer à nos actions. Ça sera avec grand plaisir. Je vous remercie. Merci Tania. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Merci pour votre présentation et je pense qu'on est tous d'accord avec vous sur les combats que vous avez menés, mais il y a quand même quelque chose qui m'a beaucoup interpellé dans votre présentation. À aucun moment vous avez parlé de problème à la source, c'est-à-dire ces histoires de cantines industrielles. Moi je viens de la campagne, mais j'habite pas Paris, mais à aucun moment vous n'en avez parlé. Ça me perturbe beaucoup, quoi. De la cuisine industrielle, vous voulez dire ? La cuisine de départ, là, ces grosses trucs centrales qui fabriquent 5000 repas par jour, là. Alors, ça me perturbe, donc c'est pour ça que je pose la question. Pourquoi vous n'êtes pas intervenu aussi pour dire que c'était pas normal et pourquoi on fait pas la cuisine normalement dans les cantines alors c'est comme l'objet... chez moi, quoi, comme dans ma campagne, quoi. Alors c'est une excellente question. Nous, ce qu'on demande, je remets le schéma pour vous montrer les cuisines centrales. En fait, aujourd'hui, en fait, à la campagne, il y a encore des villes, heureusement, où on a de la cuisine sur place. Mais justement, nous, ce qu'on demande, c'est une démarche globale, c'est-à-dire que arrêter d'utiliser
des composants, des barquettes à usage unique, ça fait partie du premier combat qu'on a mené, mais l'idée c'est d'englober ça dans un projet plus large, c'est-à-dire que faire de l'assemblage et mettre des produits congelés qui sont déjà cuisinés industriellement dans une barquette pour les décongeler, les stocker et les réchauffer, ça ne fait pas sens aujourd'hui parce que, ok, le contenant, il est potentiellement non sain pour la santé, voilà, mais le contenu aussi compte. Donc nous, en fait, les messages qu'on essaye de faire passer, c'est de revenir à du bon sens, à de la cuisine sur place, une cuisine de saison, locale si c'est possible, parce qu'en fait, quand on arrive à le faire, on redynamise tout un tissu économique local. Et aujourd'hui, on arrive à le faire dans certaines villes qui ont compris l'intérêt et pour la santé et économique, mais il y a plein de villes, et notamment en Île-de-France, où aujourd'hui c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a une densité de population qui fait que dans les villes, un peu comme à Bordeaux, on a besoin de fabriquer énormément de repas par jour. On parlait de 6 000, 23 000, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que depuis les années 80, les nouvelles écoles qui ont été construites de novo, en fait, n'ont plus de cuisine. Il y a juste une petite salle avec des fours, et donc dans ces écoles-là, c'est très compliqué de revenir à de la cuisine sur place parce qu'en fait, il faut faire des travaux, il faut agrandir cet espace, et ça nécessite beaucoup plus de financement que juste, entre guillemets, changer des barquettes. D'accord ? Donc oui, bien sûr, c'est le fond de notre démarche. En plus, moi, en tant que nutritionniste, j'y tiens beaucoup, c'est-à-dire que l'éducation au goût, c'est pas en mangeant des produits ultra transformés, réchauffés dans des barquettes en plastique, qu'on va éduquer les enfants au goût. Alors oui, il faut le faire à la maison, mais l'école peut aussi participer à ça. Et on sait aujourd'hui que une alimentation saine et vertueuse, elle est plutôt locale et non pas industrielle. Tout à fait. Merci. Merci à vous. Merci pour ta présentation. Alors moi j'avais une question en fait sur les substitutions qui ont été faites sur l'inox, parce qu'en fait le problème de l'inox c'est que c'est lourd. Donc ça pose des problèmes pour les opérateurs, en fait, dans les gens qui y travaillent, qui portent en fait, qui transfèrent. Donc ça, comment ça avait été résolu ? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que ça a été un problème ou finalement non ? Et puis peut-être ma deuxième question, c'est aussi le nettoyage en fait des bacs, puisque l'avantage de plastique c'est qu'il est pas cher et on le jette. Là il faut le nettoyer, et donc quid de, tu vois, est-ce qu'il y a eu des systèmes de recyclage de l'eau par exemple, ou parce qu'en fait à chaque fois ce sera un compromis entre l'eau, entre tout ça. Merci Véronique pour tes questions. Alors la première question sur les risques de troubles musculo-squelettiques, en fait, parce que les bacs en inox, c'est plus lourd, effectivement, que les barquettes en plastique. En fait, dans toutes les villes qui ont substitué le plastique par de l'inox, en fait, on n'a jamais eu de retour de TMS, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a plein de possibilités pour les éviter. En fait, il y a les grands bacs gastro, comme ceux que vous avez tous vus, voilà. Mais on peut aussi travailler avec des demi-bacs qui sont beaucoup moins lourds. Alors oui, ils sont plus lourds que le plastique, mais ce n'est pas non plus très très lourd. On a des systèmes d'échelle, on a plein de process ergonomiques en fait, qui permettent justement de ne pas avoir ces problématiques-là. Ta deuxième question, j'ai oublié. Par rapport au compromis avec l'eau. Par rapport au nettoyage. Alors effectivement, ça rejoint un petit peu ce que disait monsieur. En fait, dans les cuisines satellites, c'est-à-dire l'espace avec les fours, il y a un bac pour que les agents se lavent les mains, mais c'est très compliqué de laver les bacs, puisque justement, on prend les barquettes, on les jette à la poubelle. Donc, dans les villes où on peut faire des travaux pour agrandir cet espace, on lave les bacs et tout se passe bien. Mais il se développe depuis quelques années en fait, des entreprises qui permettent de sous-traiter le lavage des bacs. Quand la cuisine centrale peut le gérer, elle la gère. Quand c'est sur place, c'est fait sur place. Mais quand on ne peut pas, en fait, on peut faire appel à ces entreprises-là. Et en fait, ils ont mis au point des tunnels de lavage
qui utilisent très 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 peu d'eau et qui recyclent l'eau. En fait, c'est les mêmes tunnels de lavage qui sont utilisés pour tous les emballages consignés, par exemple dans certaines enseignes comme la Biocoop ou dans des restaurants qui vous fournissent des plats à emporter avec des emballages consignés en verre. Vous allez les ramener et donc s'ils n'ont pas la place sur place de les nettoyer, en fait, ils font appel à ce type de prestataire. Et il y a des villes qu'on a accompagnées qui effectivement ont fait appel à ce type de prestataire-là et ça se passe très bien. Et l'idée, c'est de rester aussi en local. Donc, il y a de plus en plus de tunnels de lavage qui se créent dans les régions pour justement que l'empreinte carbone soit la plus faible possible, parce qu'après, il y a du transport, etc. Mais c'est en train vraiment de se mettre en place depuis quelques années et c'est très positif, en fait. Moi, je voulais juste faire un petit complément par rapport à la question de monsieur sur la cuisine locale dans les petits villages. Moi, j'habite en région parisienne, mais j'habite dans un petit village. Et il y a 100 repas par jour. Et c'est beaucoup plus simple pour la mairie de se raccrocher aux gros fabricants qui fabriquent 25 000 repas par jour et de nous prendre nos repas. Mais du coup, on a très peu de poids, en fait, sur... quels produits sont fournis, dans quel contenant, etc. Donc, les mairies qui ont investi et qui ont maintenu leur propre cuisine centrale, leur cuisine locale, on va dire, parce qu'ils ont entretenu, ça va. Ceux qui ont laissé tomber, ils ont parfois du mal à revenir en arrière parce que ça demande un investissement de réaménager les locaux, d'avoir le bon personnel et un cuisinier et toute une équipe pour cuisiner. Forcément, c'est un peu plus compliqué que 3 dames de service. Donc, et ça, pour convaincre les maires, c'est pas toujours évident. Voilà. Oui, c'est vrai que les petites villes, c'est pas forcément du local, du fait sur place, en fait. Voilà. On va continuer pendant la pause parce que les traiteurs doivent partir. Oui. Pendant la pause ou c'est rapide? Allez-y. C'était juste un complément. Effectivement, les mairies sont souvent en délégation de service public et les associations de parents d'élèves ont un poids à jouer. Oui. Nous, on a fait changer de prestataire dans le petit village, dans la petite ville. Et effectivement, c'est très facile d'avoir recours à un prestataire comme Elior, pour ne pas le nommer, qui fait de la nourriture exactement dans ce processus, avec des barquettes plastiques qui sont mal réchauffées, qui gondolent, qui donnent le goût de plastique aux aliments. Et qui entraîne un gaspillage alimentaire. Et effectivement, c'est important que les parents se mobilisent pour dire on est prêt à payer quelques dizaines de centimes de plus pour sortir de ce mécanisme. Juste, je tiens à dire que les barquettes en plastique, c'est de l'usage unique, donc c'est un coût fixe, alors que l'inox, c'est réutilisable, c'est amortissable. Et en fait, dans les villes, contrairement à ce qu'on pense qui sont repassés à l'inox, en fait, on a une rentabilité et un amortissement qui est extrêmement rapide. Et au final, ça coûte moins cher que le plastique, d'autant plus depuis quelques mois où le prix du plastique a énormément augmenté à cause de la situation géopolitique. Et donc aujourd'hui, c'est absolument pas rentable d'être en plastique, pétro ou biosourcé. Très bien. Merci. Merci Tania pour ce témoignage.